Jérôme Prieur, bonsoir et bienvenue à la Librairie Dialogue où vous venez ce soir nous présenter votre document, votre essai intitulé Le mur de l'Atlantique et sous-titré Le monument de la collaboration, publié aux éditions de Noël. Alors pouvez-vous nous dire déjà en quelques mots qu'est-ce que ce mur de l'Atlantique ? Le mur de l'Atlantique, c'est un ensemble de fortifications qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les blocos, on devrait dire les bunkers, qui vont de la Norvège jusqu'à la frontière espagnole. Aujourd'hui, sur les côtes françaises, que reste-t-il de ces monuments ? Ils sont là presque tous pour l'essentiel, sauf ceux qui ont été dévorés par les marées, par le mouvement des dunes. Mais ce sont des ouvrages extrêmement solides, extrêmement résistants. Et donc, en tout cas, ceux qui survivent et qui survivront longtemps, ce sont les bases sous-marines, comme celle de Brest, comme à Saint-Nazaire, comme à Bordeaux. Mais sinon, il y a une multitude encore de batteries, de postes de tir qui sont plus ou moins dissimulés dans l'arrière-pays de toutes les côtes de France, vraiment du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la Gironde. Alors votre propos dans cet ouvrage n'est pas de d'avoir répertorié tous ces éléments du mur de l'Atlantique, mais plutôt de poser la question qui a construit ces ensembles, qui a construit ce monument. Quelles ont été vos sources pour mener cette enquête ? Les sources, elles sont rares, puisque c'est le premier livre pour le grand public qui est publié. Il y a eu une thèse qui n'a jamais été publiée, il y a des monographies d'historiens qui ont travaillé sur tel ou tel aspect de l'économie de l'occupation selon les différentes régions de France, mais jamais aucune synthèse, aucun travail d'ensemble, alors que ces bunkers sont là sous nos yeux depuis 1944, que nos souvenirs d'enfance y sont attachés, que nous y jouions quand nous étions petits, que nos enfants peuvent y être aussi à nouveau. Et depuis si longtemps, il y a comme un secret de fabrication que j'ai voulu explorer. Alors justement, pourquoi est-ce si mystérieux ? C'est mystérieux parce qu'on se dit facilement, il y a une espèce de gêne. Il y a une gêne parce que c'est plus facile de se dire que ces blocos ont été construits par les Allemands. Or, la réalité, elle est beaucoup plus compliquée. Elle est simplement que pour mener à bien ce gigantesque travail, les Allemands, l'organisation TOT, a fait appel à des entreprises, et en partie très importante à des entreprises françaises du bâtiment, mais aussi tout un ensemble d'entreprises qui étaient peu ou prou concernées par la fabrication de ces fortifications, aussi bien des menuiseries, des entreprises de plomberie, d'électricité, de peinture. Voilà, donc des entreprises, mais aussi de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre très spécialisée, de la main-d'œuvre qui faisait du gros œuvre, de la main-d'œuvre volontaire, mais aussi de la main-d'œuvre forcée. Et donc tout cet amalgame fait que depuis 70 ans, depuis presque 70 ans, on ne cherche pas trop à savoir qui a construit le mur de l'Atlantique, et qu'on préfère se dire qu'il a été construit par les Allemands. On peut quand même dire, vous le dites dans votre livre, que cette entreprise a tout de même été un peu comme un poumon à cette période et pour l'économie française, également à la Libération. Cette entreprise, elle a fait circuler beaucoup d'argent dans une période où l'argent avait du mal à circuler. Elle a fourni du travail à beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises, de personnes. Mais simplement, cette entreprise, elle a un paradoxe. Elle comporte beaucoup de paradoxes, mais elle a un paradoxe important, c'est que l'argent nécessaire à la construction de ce chantier est venu pour l'essentiel de la poche des Français. C'est-à-dire que
la France a été condamnée à verser à l'Allemagne nazie des indemnités d'occupation qui ont doublé quasiment le budget de la France. Et l'essentiel de ce budget auquel les Français ont été condamnés, en dehors des frais d'occupation que les Français étaient condamnés à payer pour entretenir les troupes allemandes en France, l'essentiel a été consacré à construire ce mur de l'Atlantique. Donc ce sont les Français eux-mêmes qui ont été amenés à construire les murs de leur propre prison. Quel était le but initial de ce mur pour le Troisième Reich? Offensif, défensif, ou est-ce que c'est autre chose? Hitler pense à c'est une idée vraiment typique de Hitler, qui pense à fortifier toute l'Europe à partir du moment, la façade littorale de l'Europe, de l'Ouest, à partir du moment où il comprend que ses espoirs d'occuper la Grande-Bretagne, de débarquer en Grande-Bretagne sont caduques. Et à partir du moment où les États-Unis vont entrer en guerre, à partir du moment où l'offensive qui était normalement une offensive éclair contre l'URSS tourne à la guerre de position, Hitler et les généraux du Troisième Reich comprennent qu'il faut éviter d'ouvrir un deuxième front, un front à l'ouest, pour consacrer l'essentiel des troupes allemandes à l'attaque à l'est. Donc il y a une visée stratégique, d'abord offensive, on pourrait dire, par rapport à la Grande-Bretagne, puisque au Pas-de-Calais, on est juste en face de l'Angleterre, mais surtout défensive. C'est une arme de dissuasion qui va, il faut bien dire, résister très modérément le jour du débarquement, puisqu'on dit que le mur de l'Atlantique n'a tenu que 4 heures. Omaha Beach, ce sera un peu plus, mais le mur de l'Atlantique a quand même empêché les Alliés de tenter un débarquement jusqu'en 1944. Et donc le mur de l'Atlantique a été une vraie arme de dissuasion, en même temps qu'une arme de propagande, qui était destinée à faire peur aux Alliés et à rassurer les populations françaises, ou à les rassurer, ou à les maintenir dans la servitude, et avec un certain succès, puisque jusqu'à aujourd'hui, la légende court que le mur de l'Atlantique était un mur infranchissable, un rempart infranchissable. Il n'en a rien été, fort heureusement. En effet, il a finalement montré sa grande faiblesse, puisque très rapidement, ce mur a été franchi. Finalement, arme de propagande, mais ce mur n'aura servi à rien. En tout cas, pour les Allemands, ils doivent le concevoir ainsi. Non, il n'a pas tout à fait servi à rien. Il a reculé le moment fatal. Je crois qu'il a quand même construit... il a construit une muraille contre le monde anglo-saxon. Il a fait des anglo-saxons des alliés, des envahisseurs potentiels, quoi. Il a complètement perturbé la mentalité du temps. Donc il a été efficace de ce point de vue-là. Et il a été inefficace réellement le jour de l'offensive, le jour du jour J. Alors, ce livre fait suite à un documentaire que vous avez réalisé avant de publier ce livre. Quelles ont été les réactions à la diffusion de ce film et à la lecture de ce livre ? Je crois qu'en général, en règle générale, les lecteurs comme les spectateurs éprouvent une grande stupeur, une grande surprise, parce que rares sont nos contemporains à avoir une idée de la réalité de ce chantier, au fait que le chantier du mur de l'Atlantique est un monument puisqu'il est là toujours, solide, et qu'il va probablement durer encore longtemps, mais un monument qui célèbre une page sombre, douloureuse de notre histoire, celle de la collaboration économique. Et on a du mal à accepter l'idée que pour survivre, l'économie française, avec l'aide et le soutien de l'État français, de l'administration française, a construit ce mur qui était un mur qui était une construction, une arme de guerre allemande. Enfin. Et donc, ça a créé un embarras tel que c'est une sorte de secret gênant, de tabou, qu'il est temps, je crois, aujourd'hui de lever, parce que, l'histoire est passée, on peut examiner un peu plus sereinement ce passé.